Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous filons au cinéma, pour reprendre une expression ancienne, avec Renaud de Bourloff. Bonjour Renaud. Bonjour Anne. Et alors, je dois vous confirmer, Renaud est un très bon critique. Il nous avait bien vanté en fanfare que je ne m'étais pas précipitée à voir. Je suis allée le voir sur ses conseils et j'ai trouvé que c'était un film magnifique et j'ai compris l'engouement du public puisqu'il en est à un millier de 2 millions. 2 millions d'exemplaires. Il est sorti le 27 novembre. Au dernier décompte du 2 février, il est à plus de 2 millions d'entrées. Alors, vous pouvez y aller aussi en famille. Et il faut souligner, moi j'ai vu, je n'ai pas vu ce que vous aviez vu, c'est-à-dire l'opposition entre l'enfant élevé, entre Meudon et le Nord, qui ressemble un peu au contraste de La vie est un long fleuve tranquille. C'est Douai, Nimbaumont, c'est une commune fictive dans le film. C'est une commune fictive, enfin bon. Et le jeune homme qui est élevé dans une famille bourgeoise. J'y ai vu... Rappelons le sujet, c'est 2 jeunes garçons qui ont été adoptés dans 2 familles différentes. Et d'abord, ils ont été abandonnés, ensuite, ils ont été adoptés et ils ont été séparés. Et les 2 se révèlent 2 grands musiciens. Et l'un devient chef d'orchestre, l'autre joue dans la fanfare de son usine. Du trombone dans la fanfare de son usine. Mais les 2 sont très, très, très musiciens. Et c'est l'histoire de leur rencontre. Je n'en dis pas plus. Mais à mon avis, le véritable drame, et toute la fin le raconte, c'est bien sûr le fait de découvrir pour l'un qu'il a été abandonné, mais qui n'a pas... qui en est meurtri de l'apprendre à 30 ans. Il l'apprend à l'âge adulte, à 35 ans même. 35 ans. Et deuxièmement, c'est le drame de la séparation des frères. Et si, à mon avis, ce film est magnifique, je dois vous dire que j'ai pleuré à la fin du film. Mais c'est cette scène merveilleuse d'amour fraternel qui les étreint l'un et l'autre. Et cette tristesse d'avoir vécu jusque-là sans ce frère. Et ça, c'est un éloge à la famille, à la vie des frères et sœurs. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je trouve que c'est là que le film est magnifique. C'est cet amour que ces 2 frères ont l'un pour l'autre. Jusqu'à faire des choses incroyables, mais je n'en dis pas plus. Voilà pour En fanfare. Oui, c'est vrai que c'était une fin d'année en fanfare, l'année 2024, une fin d'année prodigieuse aussi, avec un autre film sur l'amour fraternel entre 2 sœurs. Vous avez raison, et qui malheureusement est passé inaperçu, ça on ne le dira jamais assez, mais ça n'a eu aucune visibilité. Il y a eu beaucoup moins de publicité sur ce film. Oui, c'est vrai. Et pourquoi ? Parce que la publicité, elle est régie par des journaux, les médias, les merdias, comme disent... beaucoup de gens. Et ces merdias jugent avec une grille de propagande. Et fanfare rentre dans cette grille de la propagande, puisqu'on dit « Ah, c'est des frères, des milieux opposés et tout et tout », alors que les prodigieuses ne rentrent pas dans cette propagande. Et c'est très intéressant de juger les films comme ça sur la propagande. Et on voit très bien que seuls ceux qui sont promus sont ceux qui répondent aux exigences de la propagande du moment. J'ai vu un autre film, alors là, qui ne répond à aucune exigence de propagande, c'est un film japonais. Il faut dire que j'ai un défaut, Renaud, j'aime les films japonais. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis jamais... J'en regarde un peu moins, j'avoue. Alors, bon, il y a quand même des très très grands cinéastes japonais. Il y a Kurosawa et puis Miyazaki aussi. Miyazaki. Ils ont Ozu. Ah oui. Ils ont un art de manier la caméra qui est extraordinaire. Il y a une certaine lenteur dans le cinéma japonais qui m'impressionne et qui me permet de voir dérouler une histoire. Donc voilà. Donc je suis allée voir Le Jardin Zen. Et en fait, c'est une histoire tragique, souvent traduite sous le mode comique,
Et c'est l'histoire d'une femme mariée, abandonnée par son mari, avec un enfant et son beau-père grabataire qu'elle nourrit. Et c'est au lendemain du tremblement de terre qui a provoqué les inondations et les émanations terribles de Fukuyama, de cette usine nucléaire, et qui annonce que toutes les eaux sont polluées, vont être polluées. Donc, une femme, je dirais, polytraumatisée. Et cette femme est une femme, comme souvent au Japon, vous savez, au Japon, on n'exprime pas ses sentiments. Quand on veut pleurer, on rit. On se cache beaucoup. Tout est intériorisé. Et cette femme va survivre en s'inscrivant dans une secte. La secte de l'eau de la vie verte. Elle doit boire une eau que produit une femme escroc, bien évidemment, qui se fait beaucoup d'argent en vendant cette eau. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est vrai que c'est sinistre. Et c'est vraiment... En fait, c'est un peu quand même une présentation du Japon moderne qui ne fait plus d'enfants. Là, il y a un enfant, mais ils ont tous un enfant, mais pas plus, quand ils en ont. C'est ce pays qui a été traumatisé par Hiroshima, on n'en parle jamais, mais il faut tout de même dire qu'il est là. Cette propagande pour faire rentrer nos concepts qui ne sont absolument pas les leurs et qui a fracassé une société traditionnelle. Donc ils ont perdu leur société traditionnelle et qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Des sectes, le secte de l'eau verte, la vie de l'eau verte. Bon. Et en cela, c'est extrêmement intéressant, mais c'est pas un film facile à regarder. J'en profite pour vous parler d'un nouveau livre qui est sorti aux éditions Les 7 Cavaliers. Et c'est en fait le premier livre de Jean Raspail qui est réédité. Et pourquoi est-ce que j'en parle ? Eh bien parce que c'est un livre sur le Japon. Le jeune Raspail voyageait beaucoup aux confins de la Terre. En Patagonie. En Patagonie, bien sûr. D'abord en Amérique, en descendant en canoë les chemins du roi, les canaux. Les grands canaux qui vont du nord au sud de l'Amérique. Et là, il est allé passer 8 mois en Japon et il en revient avec où il écrit après un roman extrêmement amusant. Il imagine un groupe de touristes d'une dizaine de personnes qui vont vivre 3 semaines d'un voyage de luxe. Donc les gens qui viennent là sont des gens très très nantis. Et notamment un patron de presse américain qui veut à tout prix, très très friqué, qui veut à tout prix imposer la démocratie au Japon. C'est quand même 10 ans après les bombardements d'Hiroshima. Donc il y a un petit côté ironique tout de même d'avoir balancé une bombe et après de dire aux gens au nom de la démocratie je vous prie de changer de régime. L'empereur japonais n'avait pas envoyé de bombe en Occident. Et il vient aussi pour libérer les geishas, c'est-à-dire mettre en l'air toute la société japonaise qui donne une place très importante à ces femmes, à ces geishas, qui ne sont pas toutes des prostituées, qui sont quelquefois des femmes qui seulement illustrent des repas. Enfin, c'est très, très... Puis il y en a une autre américaine qui veut convertir les locaux. Bien sûr, elle est évangéliste, donc elle veut aussi que les Japonais deviennent évangélistes. Et en fait, la thèse c'est amusant parce que c'est le premier livre de Jean Raspail, et il y a tout de même cette phrase l'écrivain qui vient chez vous va apporter le malheur. C'est quand même une phrase étonnante, qu'il a nuancée plusieurs fois et qu'il faut nuancer bien évidemment. Enfin,
toute son œuvre est une illustration de la disparition des sociétés traditionnelles polluées par l'arrivée des étrangers. Donc c'est un livre qu'il faut lire, moi qui m'a fait rire infiniment, et j'ai retrouvé le genre Raspail que j'ai bien connu, donc je vous le conseille. Voilà, fin de ma petite chronique de cinéma. Et vous, Renaud, vous allez nous parler... d'un début d'année qui commence dans les hauteurs, c'est le cas de le dire, avec le retour de Mel Gibson. C'est joliment dit, oui. Voilà, le titre du film, c'est « Vol à haut risque ». Oui. Donc « Vol à haut risque », c'est un thriller que je déconseille à ceux qui ont peur de l'avion. Oui, merci, je ne dirais pas. Alors, le film commence au fin fond de l'Alaska, dans un motel au milieu de nulle part. Un individu travaillant pour la mafia est arrêté par les forces de police, par un agent fédéral, par une femme agent fédéral. Donc, maintenant, l'enjeu va être de le transporter de l'Alaska à New York. La première étape du voyage, c'est un vol d'environ 1 heure jusqu'à Anchorage. Anchorage, qui est la plus grande ville de l'Alaska. Le vol se fait dans un petit avion, un coucou, piloté par un pilote privé, joué par Mark Wahlberg. Et très vite, dès le début du voyage, du trajet, on découvre que le pilote a un profil assez louche. Et en fait, donc ça va être un affrontement en huis clos, dans un avion, au-dessus des montagnes. Le pire de tout. Syntex. Syntex. Ah non, mais attendez, mais Syntex, si ça vous a impressionné, alors là, surtout n'allez pas voir Vol à haut risque. Vous avez des sueurs froides du début à la fin du film. Vous avez le pilote qui affronte ces deux passagers. Et l'avion, comment on le pilote pendant ce temps-là. Donc, à plusieurs reprises, l'avion manque de se cracher dans les montagnes, sachant que même si jamais il y avait des survivants, ils sont mis à nulle part, dans la neige. Pendant 1 heure, c'est pas compliqué, pendant 1 heure et demie, le spectateur est scotché sur son siège. N'en dites pas plus. Il n'y a pas 1 minute où la tension baisse. Du début à la fin, on est captivé. Bon. Donc c'est vraiment un retour en fanfare que nous fait Mel Gibson près de 10 ans après son dernier film, puisque son dernier film en tant que réalisateur, c'était Une tueur à point, qui était sorti en 2016. Oui. Donc ça y est, il fait son grand retour. Et il y a avec un projet. De nombreux projets. Il y a un grand projet. Son grand projet, c'est la suite, bien sûr, du film le plus controversé de tous les temps. La suite, bien sûr, de La Passion du Christ. Ah non, oui, j'aime pas le mot controversé parce que... je l'emploie un peu avec un ton sarcastique, bien sûr, parce que les controverses sont injustes, c'est un mot bien sûr. qui veut jeter le discrédit sur quelque chose, vous comprenez? Donc, il ne faut pas employer ce vocabulaire de... Sauf si on l'emploie avec sarcasme, évidemment. Vous l'employez avec sarcasme. Avec les guillemets, bien sûr. Comme disent les gens. Bien sûr, parce que c'est le film qui a bouleversé en fait tous les spectateurs. Je pense que personne ne peut rester indifférent à l'issue de la projection. Alors, peut-être que vous l'aviez vu lors de sa sortie. Oui. Moi, je n'avais que 11 ans, donc je me souviens juste avoir vu au journal télévisé quelques images du film. Mais vous l'avez vu depuis? Ah, bien sûr. Alors là, je l'ai vu, j'ai attendu le bon moment pour le voir, c'est-à-dire un moment pendant le carême. En l'occurrence, c'était un mercredi saint. Et effectivement, à l'issue de la projection, j'étais abasourdi, disons-le clairement. À un tel point que je suis même allé dire bonjour à quelqu'un à la sortie du film en oubliant que je l'avais vu avant. Et j'étais un peu chamboulé. Voilà, je m'en suis aperçu. Alors, quel est ce beau projet? C'est la résurrection. Le titre devrait être Résurrection, chapitre 1. Ce sera un film en 2 parties. D'après les quelques informations qu'on a pour le moment, le film devrait commencer à partir de la mise au tombeau jusqu'à la résurrection, en fait. Donc on y verrait tous les événements qui sont déroulés entre le samedi saint et les pèlerins d'Emmaüs et tout ça. Oui. Voilà. Et il semblerait que Mel Gibson s'intéresse beaucoup à tout ce qui était justement tout ce qui était d'ordre surnaturel, qui a très peu été représenté par l'art, notamment la descente aux enfers. Donc il a évoqué dans une interview la chute des anges. Donc le film semblait... Ça a été représenté par les tableaux. Quelques tableaux, et relativement les écrivains, Dante. Oui. Mais en effet, c'est un... Donc c'est un projet qu'il a mûri depuis déjà un certain nombre d'années. Je crois qu'on en parlait déjà en 2016 lors du film Tu ne tueras point. Il avait déjà commencé à évoquer ce projet. On sait qu'on retrouvera Jim Caviezel, bien sûr, dans le rôle du Christ.
Cette fois-ci, il n'a plus l'âge du rôle, puisque c'était il y a 20 ans, bien sûr. Voilà, donc un film qu'on attend avec impatience. Il semblerait que le tournage devrait commencer au cours de cette année. Bien. Bien. Mais nous irons. Et puis Mel Gibson, oui, qui continue ses activités un peu plus politisées, parce qu'il a été nommé, vous l'avez appris sûrement, ambassadeur spécial à Hollywood, pour essayer de sortir... alors, ambassadeur spécial, c'est un titre symbolique, en fait. Oui. En fait, son rôle, avec Sylvester Stallone et Jon Voight, c'est de mettre fin un peu à l'hégémonie culturelle de la gauche démocrate, progressiste, bien pensante, wokiste, Marquez, cette à Los gauche, Angeles. cet Hollywood a déjà été très abîmé et pratiquement éradiqué, puisqu'il y a le feu qui a dévoré toute leur région. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là, selon vous? Est-ce que c'est Sodome et Gomorre? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à la question. Il y a aussi un Pour film... ceci dit, Mel Gibson a perdu sa maison dans les flammes quand même. Ouais. Il paraît. Mais il a publié un tweet, je crois que c'était sur le réseau social X, affirmant qu'il a perdu sa maison, mais ses proches et lui sont en sûreté et c'est l'essentiel. Bien sûr, oui. Ah ben il est à mi-chemin de la terre et du ciel. Il est plus déjà vers le ciel que sur terre. Hein. Il s'est légèrement détaché de tous ceux qui l'environnaient. Et il a été détaché par les autres. Il a été exclu de tout. Oui, vous connaissez l'histoire. Hein, quand il a proposé à Jim Caviezel de jouer Jésus dans le film La Passion du Christ, il lui aurait dit tu sais que plus rien ne te sera proposé par les grands studios hollywoodiens. Bon, puis Jim Caviezel aurait répondu nous devons porter notre croix. Effectivement, les portes des grands studios hollywoodiens se sont fermées après. Ce qui est assez étonnant. Un film à venir sur La Calas. Alors La Calas, ça y est, on peut aller le voir. Il est déjà on peut aller le voir. J'étais allé le voir bien sûr en avant-première. Oui. La Calas. Alors Maria Callas, dans les années 70, pendant ses derniers moments à Paris, dans le 16e arrondissement, elle se remémore les moments importants de sa vie, quelques moments de son enfance difficile. Très pauvre, oui. Très pauvre, avec une mère abusive et quelques scènes quelques scènes qui laissent penser une sorte d'exploitation un peu de sa fille. Son histoire d'amour tourmentée avec Aristote Onassis. Oui, ça a été la bêtise de sa vie. Mais quand on connaît sa pauvreté dans l'enfance, on comprend qu'elle a été fascinée par cette Librius qui lui fait, qui a quand même été un élément triste dans cette vie. Oui. Combien de temps a duré leur histoire en plus? Jusqu'à la mort d'Onassis. Donc, non, Si, elle allait le voir, même quand il était marié avec Jackie Kennedy, mais elle allait le voir. Alors ne me dites pas que son histoire a duré jusqu'à sa mort, puisqu'il était déjà en main par Jackie Onassis. Elle était plus sa compagne, mais elle allait le voir discrètement. Non, mais on est bien d'accord, mais enfin il s'est foutu d'elle, passez-moi l'expression. Voilà. Elle a pas saisi que c'était quand même un grand requin, le gars, et qu'il lui fallait des femmes célèbres. Donc voilà, un film assez triste avec beaucoup de musique. Beaucoup de musique et des images du passé, des films du passé, de sa voix. On la voit en train de chanter. Oui, bien sûr. Ouais. Alors par contre, l'actrice n'est pas très ressemblante. Angelina Jolie, elle n'est pas très ressemblante. Ah, c'est Angelina Jolie. Oui. Par contre... on s'y laisse prendre. Elle n'est pas très ressemblante, mais c'est crédible. Elle est belle, en tout cas. Oui. Parce que la Calas, c'était pas très belle, faut quand même Elle avait un physique particulier, elle avait un visage particulier. Moi, il se trouve que hier soir, j'ai regardé une soirée. Vous dites qu'on ne regarde plus la télévision, mais si. Je regarde la télévision le soir. Et il y avait une soirée en hommage à la Calas, la rediffusion d'ailleurs d'une émission que j'avais déjà vue il y a une dizaine d'années. Donc, elle était en gros plan. Alors, on entendait sa voix qui était d'une finesse et d'une nuance extraordinaire. Mais c'est vrai qu'elle n'était pas, c'était pas Angelina Jolie, qui elle est très jolie. Oui. Et puis, on a aussi de jolies vues de la ville de Paris. Oui. Ils ont très bien sublimé la capitale, exploité tout le potentiel qu'il y avait à tourner dans la ville lumière,
On a de belles vues du Trocadéro, on a de très belles vues de la place Vendôme, des jardins du Louvre. Je crois que c'est le jardin du Louvre qu'on appelle, vous savez, le parc, le jardin public en face du Louvre, c'est comme ça que ça s'appelle. Même si le film n'a pas été intégralement tourné à Paris, il a été aussi tourné en partie à Budapest. Ils se sont dit que Budapest, ça pouvait peut-être figurer Paris sur certains aspects. C'est incroyable. C'est une drôle d'idée. C'est parce que c'était moins cher à Budapest, mon ami. C'est possible. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Renaud. Et on va finir la chronique dans la bonne humeur avec un petit spectacle familial. Paddington au Pérou. Le retour de l'ours en peluche bien élevé. Enfin non, je dis un ours en peluche, un ourson qui parle. Un vrai ourson. Le petit ourson bien élevé avec son chapeau, qui cette fois-ci nous emmène en voyage au Pérou. Parce qu'il a obtenu son passeport. Bah oui, un ourson avec un passeport. Une drôle d'idée. Et il va emmener sa famille d'adoption, sa famille de cœur, sa famille à la recherche d'un trésor. De l'Eldorado. Oui. Oui, parce qu'il apprend à Londres, il apprend que sa tante Lucie, qui vit dans une maison de retraite pour les ours, est malade. Et donc, il veut vite aller la secourir. Et puis, il se retrouve dans la jungle. Bon, c'est vraiment un spectacle à voir en famille. Mais je l'ai vu en présentation et j'ai aimé parce que le dessin est beau. Et moi, si vous voulez un dessin animé dont le dessin est laid et vulgaire, c'est rédhibitoire pour moi. Et donc, les derniers Walt Disney, je les aime pas du tout parce que les petites filles sont pas belles et sont vulgaires. Alors que là, Paddington, c'est très entraînant et gai, et le petit ours a l'air d'un petit ours. Oui, c'est ça. Puis il y a un côté un peu pédagogique, ce qui est toujours très, très bien élevé, très attachant, très sympathique. En fait, Paddington, c'est assez peu connu en France. En Angleterre, l'ours Paddington, il est presque aussi célèbre que Winnie l'ourson. Mais curieusement, nous, en France, on le connaît que depuis 2014 avec le premier film Paddington. Oui, on n'a pas encore éclusé toutes les richesses de l'Angleterre ni de l'Amérique. C'est ça que vous voulez nous dire. Il faut qu'on se mette encore plus à l'école de l'Angleterre et de l'Amérique. Alors, vous savez, moi, j'ai passé une sacrée année en Angleterre, vous savez. C'est vrai ? J'y habitais 1 an. Ah oui ? Vous avez travaillé ou... J'étais encore étudiant. Vous étiez encore étudiant. Vous nous direz... Dans la ville des Peaky Blinders. Ah, oui. C'est Birmingham. Birmingham. Très bien. Oui, donc vous connaissez. Merci beaucoup, Renaud. C'est moi qui vous remercie. De ces invitations et de votre bon jugement. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir ce matin Anne Le Pape, journaliste écrivain. Bonjour Anne. Bonjour Anne. Nous nous connaissons bien puisque nous avons travaillé ensemble dans ce prestigieux quotidien qui s'appelait Présent, créé par Jean Madiran, entre autres. Et vous nous proposez ce matin un livre qui s'appelle Léon Daudet, critique littéraire, aux éditions de Flore. Nous allons parler aussi, nous allons évoquer un livre qui est très amusant, qui s'appelle Le Petit Monde de Léon Daudet, florilège des souvenirs pour le 80e anniversaire de sa mort, de Philippe Champion, aux éditions de l'Action française. Philippe Champion a une prose extrêmement intéressante et amusante, et donc c'est un plaisir de le lire. Et nous allons aussi évoquer, vous publiez en même temps un petit livre aux éditions de l'Homme Nouveau. Nous n'allons pas nous appesantir dessus, mais nous allons prévenir les auditeurs. La tradition liturgique, les rites catholiques latins et orientaux reçus des apôtres, aux éditions donc de l'Homme Nouveau. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre, la tradition liturgique ? Alors là, c'est une enquête, en fait. Je me suis intéressée... j'étais, comme vous le savez, Anne, responsable notamment des pages religieuses de Présent. Oui. Je me suis donc intéressée au domaine religieux, donc à la liturgie. Quand on s'intéresse à la liturgie latine, on a envie d'aller voir les autres liturgies catholiques. Et on a la chance à Paris de pouvoir assister à 9 rites catholiques, 2 rites orientales, donc 9 rites orientaux. Je ne veux pas en oublier. Il y a donc russe, ukrainienne, roumaine, melkite, syriaque, maronite, arménienne, copte
et chaldéenne. Donc en fait, je suis allée assister à la divine liturgie, puisque c'est le nom de la messe chez les orientaux. J'ai rencontré le responsable, notamment souvent les prêtres. J'ai aussi fait des entretiens avec des biritualistes, avec des gens qui connaissent bien ces rites. Et voilà, ça donne ce petit livre qui est en fait une sorte de guide. Et les gens qui vivent en province peuvent aussi assister à des rites orientaux. Et que l'on sache que quand on va assister à la divine liturgie chez les Melkites ou chez les Arméniens, on remplit son devoir dominical. Alors, on ne peut pas s'empêcher de conclure, après avoir lu votre livre, que toutes ces traditions sont parfaitement acceptées par... soutenues par Rome. Et que donc on ne voit pas très bien pourquoi notre tradition à nous ne le serait pas. Je dis nous parce que je parle de la tradition... comment l'appelez-vous, Anne? Spécialiste. Écoutez, non, le rite traditionnel. Le rite traditionnel, voilà. Donc, un peu de logique, s'il vous plaît, dans les cervelles. Si vous acceptez tous ces rites catholiques, latins et orientaux, pourquoi le nôtre serait-il... Ah, mais Vatican II a beaucoup insisté pour dire qu'il fallait sauvegarder ces rites et que c'était une diversité enrichissante. Voilà. Alors, nous allons découvrir Daudet, pour certains, pour d'autres téléspectateurs très lettrés. Daudet est quelqu'un qui appartient à leur panthéon, et pour cause, parce que c'est un homme extraordinaire, un critique hors pair, et quelqu'un qui a bien vu un certain nombre de choses. Comment est-ce que vous êtes intéressé, vous, dans les années 70, 75 80. 80, oui, vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Comment vous vous êtes intéressé à Léon Daudet? Parce que l'université n'était pas quand même... Je n'ai eu aucun problème pour choisir Léon Daudet, enfin la critique littéraire de Léon Daudet à Paris 4 à l'époque. J'ai proposé le sujet à Jacques Robichez. Ah ben oui, évidemment. Donc j'étais en terrain connu. C'est un grand bonhomme, très lettré. Très lettré. Très libre. Parce qu'il m'avait proposé Octave Feuillet. Ça vous dit quelque chose, Anne? Oui, vaguement. Mais enfin, je n'aurais pas consacré ma vie à Octave Feuillet. Parce que il connaissait la famille d'Octave Feuillet qui habitait Versailles et qui voulait ressusciter des archives. Oui. J'avoue que j'ai manqué d'enthousiasme et je lui ai proposé la critique littéraire de Léon Daudet. J'avais découvert Léon Daudet par des pages dans le Crapouillot, un vieux numéro du Crapouillot consacré aux polémistes. Et dans l'introduction, il était question de Léon Daudet. Ça m'avait donné envie d'aller voir plus loin. J'étais allée voir plus loin. Et donc Jacques Robichez a accepté sans aucune difficulté. Et ensuite, je tiens à signaler que dans mon jury de thèse, lors de la soutenance, j'avais quand même Pierre Boutan. Ah oui, très bien. Alors, ce personnage est un personnage étonnant, certains disaient énorme, parce qu'à la fin de sa vie, il était en effet important. Mais ce qui le caractérise, c'est que la critique reste le plaisir suprême qui est de porter à la clarté. C'est quand même une très jolie définition. Oui, il estime que le rôle du critique est de guider le public. Le public, selon lui, est surtout attiré... il faut guider le public vers l'inattendu. Oui. Et ça me paraît très juste. Oui. Le public goûte ce qu'il connaît déjà et a du mal à goûter les choses nouvelles. Vous savez, Anne, que Léon Daudet a découvert tout de même, dans le XXe siècle, de nombreux auteurs, mais il a parlé de Bernanos, de Jean-Paul Toulet, de Proust, de Morand, etc. Mais dans ces cas-là, il n'était pas forcément le premier à parler d'eux. Tandis qu'il a découvert véritablement Proust et Céline. Oui. C'est-à-dire les deux romanciers qui ont révolutionné la littérature du XXe siècle. Dans des genres totalement différents. Dans des genres totalement différents.
Une anecdote... Pas tant que ça, parce que l'humour de Proust est corrosif. Oui, bien sûr. Et bien sûr. sous son aspect descriptif, tout à fait sobre, il y a en fait des explosions de corrosité fantastiques. Mais, enfin, je ne citerai pas Céline parlant de Proust parce que ça n'est pas correct. Mais ce qui m'amuse beaucoup, c'est l'anecdote de Anatole France, à qui Proust avait confié son manuscrit pour qu'il en parle à son éditeur. Anatole France ayant promis, l'a fait. Il a envoyé le manuscrit de Proust en mettant un petit mot « Je vous envoie ce manuscrit d'un jeune homme charmant, je vous avoue que je n'y comprends rien. » Et Léon Daudet a été celui qui a découvert vraiment la richesse de Proust et qui l'a fait découvrir. Car pour lui, c'est cela, c'est guider le public vers les choses qui sont vers la véritable littérature, c'est repérer les boutures, les nouvelles boutures. Oui. Voilà. Oui, oui. Alors, à l'égard du public, il n'est pas du tout méprisant, mais il dit qu'en fait, on est soumis à une propagande, et on le voit très bien, on est soumis à une propagande terrible de grands... en fonction des intérêts des journaux, en fonction des relations des uns et des autres. Et souvent, il y a des livres qui sont promus et qui ne méritent pas le quart d'une ligne de critique. Et donc, il veut rendre justice, finalement, à ceux qui ne méritent, qui n'ont pas eu la chance d'être repérés dans... Voilà, alors, un de ses principes, notamment, était d'être contre l'académisme, contre tout académisme. Oui, car pour il a lui, des mots on se terribles. fige, Oui. Bon. Oui, Sauf dans le cas de l'Académie Goncourt, Oui. qui, pour lui, bon, il a très bien connu les Goncourt, puisque sa mère avait un salon littéraire et autres, elle n'accueillait pas que des écrivains, et Goncourt était des amis de ses parents. Donc, pour lui, enfin, Léon Daudet a bien compris l'esprit d'Edmond de Goncourt, qui était d'aider les auteurs qui le méritaient et qui n'étaient pas connus, jeunes ou moins jeunes. Donc ça, Daudet, qui a fait partie tout de suite de l'Académie Goncourt, ça vous touche certainement, Anne, puisque Lavarande en était. Lavarande au même couvert. Oui. Lavarande est celui qui a succédé à Léon Daudet et qui a précédé Colette. Donc, Daudet tenait à cela. Et ce qui le rendait fou aussi, c'était les fausses valeurs. Non seulement parce que les gens consacrent du temps aux fausses valeurs, mais que ça les empêche de goûter les vrais livres. Bien sûr. Donc, je ne sais pas pourquoi il s'est énervé contre un livre qui avait beaucoup de succès à l'époque, qui s'appelait Quo Vadis, que vous avez lu certainement quand vous étiez adolescente. Fort longtemps, oui. Et vous n'en avez pas un mauvais souvenir. J'en ai aucun souvenir. Mais alors, Daudet s'excitait contre ce livre et il était vraiment sujet à une véritable quo-vadisophobie, comme il le disait. Bon, mais pour lui, c'était un exemple. Quo Vadis, c'est l'histoire d'une révolte. Non, Quo Vadis, c'est l'histoire, vous savez, de la rencontre quand Saint-Pierre quitte Rome, et il rencontre le Christ, qui lui va vers Rome. Et Saint-Pierre lui dit, mais Quo Vadis, où vas-tu, Seigneur? Et le Christ dit, je retourne à Rome pour subir à nouveau ma passion. Et à ce moment-là, Saint-Pierre comprend qu'il lui faut retourner vivre son martyre. Mais enfin, bon, c'est un péplum. C'est un péplum qui n'a rien... Mais je ne sais pas pourquoi Léon Daudet s'est excité comme ça. En tout cas, quand vous dites qu'il est contre le fait de pousser toujours les mêmes gens dans les journaux, il faut savoir que quant à lui, qui donc a adhéré à l'Action française en 1904, et qui a donc toujours, il a écrit des milliers d'articles à partir de 1908 dans l'Action française, faisait une très grande différence entre ses opinions politiques et ses goûts littéraires. Il ne disait pas de bien de gens qui avaient ces opinions,
je pense à Gyp, par exemple. Les romans de Gyp lui donnaient des coliques néphrétiques, disait-il. Toujours dans la mesure. Toujours dans la mesure, mais il fait preuve d'une grande finesse quand même quand il parle de critique littéraire. En revanche, comme nous en avons parlé tout à l'heure, Anne, il disait grand bien du style de Gide. Oui. Et Jules Vallès aussi. Et Jules Vallès. Et c'est lui qui a voulu... il était pour donner le prix Goncourt à Céline. Et quand Paul Neveu lui a dit « Mais on ne peut pas donner le prix Goncourt à quelqu'un qui parle, qui a des mots aussi atroces vis-à-vis de la patrie. Et Léon Daudet lui a répondu « Quand il s'agit de littérature, la patrie, je lui dis merde. » Excusez-moi, Anne, mais je cite Léon Daudet. Oui, vous avez raison. Mais moi, je vais vous citer Léon Daudet. La sagesse, au sens grec du mot, est tantôt d'être violent, tantôt de ne l'être pas. Elle n'est pas d'être tiède et plat. Répétition, mais je crois que c'est nécessaire de le rappeler. Dans un monde où tout de même, il faut le reconnaître, la violence est interdite. Ça, c'est une idée qui nous vient des anglo-saxons. Il faut rester recto tono. Il ne faut pas qu'un mot soit plus haut que l'autre. Le problème, c'est qu'en France, c'est devenu... La violence est permise chez certains, mais pas chez d'autres. Et il y a tout l'arsenal juridique qui est fait pour faire taire la violence d'un certain bord. Et par contre, la violence de l'autre bord s'épanouit et on peut déterrer, on peut profaner les tombes sans aucun problème, du moment que ce sont des tombes de vilaines personnes de droite. Donc, ça, c'est très intéressant de le noter. Et il faut bien que les gens le sachent, parce qu'ils n'ont pas l'air de comprendre que la violence est autorisée pour les uns et interdite pour les autres. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'il s'est passé un événement étonnant, important dans la vie de Daudet. Et là, maintenant, il faut que vous nous parliez un peu de la biographie de Daudet. Il épouse Jeanne Hugo, il admire Hugo, il a vu Hugo chez ses parents. Oui, Hugo était le grand homme dans la maison Daudet, bien entendu, comme chez beaucoup. Il a eu... Chez Alphonse, rappelons. Chez Alphonse Daudet, voilà, car Léon Daudet étant le fils d'Alphonse Daudet, le fils des lettres de Montmoulin et de la chèvre de Monsieur Seguin, donc qui était extrêmement connu. Et dans le salon de sa mère, il a rencontré énormément de gens. Il a rencontré Huysmans, Maupassant, tout le gratin de l'époque, Édouard Drummond, Gambetta, et des grands, des médecins, etc. Bon. Zola qui l'imitait très bien. Ça faisait beaucoup rire les Goncourt et Cocteau notamment, plus tard, car Zola zozotait et Léon Daudet l'imitait très bien. Donc il a eu beaucoup d'estime pour Hugo, beaucoup d'estime pour Zola. Comme vous l'avez dit, il a épousé la petite fille de Victor Hugo. Il était le meilleur ami de Georges Hugo. Et peu à peu, tout cela s'est décanté et il a eu le courage justement de revenir sur toutes ces admirations, d'évoluer, de voir ce qu'il y avait de creux chez Hugo. Il a détesté le romantisme, c'est pour cela qu'il a écrit le stupide 19e siècle. Oui. Il ne rejette pas. C'est une expression qui m'a toujours sidérée. Je vous avoue que je n'ai pas lu le livre. Mais on comprend quand on lit le livre que ça n'est pas évidemment tout le 19e siècle en bloc qu'il rejette. Non. C'est le romantisme. C'est le règne des moitrinaires, comme il disait. Et donc... Est-ce que ce n'est pas aussi le règne de la propagande libérale, progressiste? Demain, on rase gratis. Demain, Hugo. Nous serons tous égaux. Hugo, la République, la Sainte République. Hugo vous dit. Voilà. Donc, nous sommes bien d'accord. Voilà. Et ça correspond à un moment où il rencontre Charles Maurras. Alors voilà, c'est ça. Il a rencontré Charles Maurras. Il a donc adhéré à l'Action française en 1904. Et ça change sa vie. Et comme il ne faisait rien à moitié, il a découvert la lumière après 36 ans d'obscurité, a-t-il dit, et il est devenu réactionnaire à en perdre le souffle. Oui. Voilà. C'est ça, exactement. Mais écrivant, donc très, très engagé au point de vue politique, mais
mettant bien de côté le monde littéraire et étant capable de dire du bien de Jules Vallès, de dire du bien de gens qui n'avaient absolument pas sa façon de voir les choses, comme Céline, et de rester totalement libre. Ce qui est admirable aussi, c'est que Maurras, qui n'était pas du tout d'accord avec beaucoup de manières de voir de Daudet dans le domaine littéraire, l'a toujours laissé tranquille. Oui. Il n'y a que sur Céline, je crois qu'il y a eu quand même quelques tensions, parce que des vieilles dames donnant leur argent et leurs conseils à l'Action française sont venues se plaindre à Maurras en disant que tout de même le journal faisait la promotion d'un auteur pornographe. Mais elle n'avait pas fait la guerre de 14, donc elle ne savait pas très bien, elle ne comprenait pas très bien la violence de Céline, issue de la guerre de 14 où il avait vu tous ses copains mourir et dont il avait gardé une maladie sérieuse. De toute façon, ce que lui a dit, les remarques aigres-douces de Maurras à propos de ses papiers sur Céline n'ont pas fait changer Léon Daudet dans Iota, rassurez-vous. Oui. Et alors c'est à ce moment-là qu'il va aimer, découvrir et lire avec bonheur Barbey d'Aurevilly, le connétable des lettres, Joseph de Maistre, Louis de Bonald. Qu'il connaissait déjà, connaissait, mais il découvre, il creuse ce sillon. Et il creuse ce sillon et il découvre des frères. Après cette rencontre... Voilà. Il découvre, je dirais, des compagnons de route. Oui. Voilà. J'ai cité 3 compagnons de route dans des domaines différents. Barbey, qu'il prenait pour un grand romancier et un grand critique littéraire. Drummond, qu'il a connu enfant, qui venait dans le salon de la mère de Daudet et qui connaissait très bien Alphonse et qu'il a beaucoup apprécié. Il a admiré la foi catholique de Drummond. Et il a admiré son amour des pauvres, c'est le fait qu'il se penche sur sa véritable les petites gens. Fraternité. Sa véritable fraternité, je dis bien, qui n'était pas une fraternité de salon. Voilà. Et je cite comme troisième compagnon de route Léon Bloy. Et là encore, Léon Daudet est quand même assez admirable, parce que Léon Bloy a fortement attaqué Alphonse Daudet dans ses livres. Oui, mais Léon Bloy attaquait tout le monde. Et donc, à ceux qui lui reprochaient, justement, ils disaient, mais comment pouvez-vous dire du bien de quelqu'un qui a attaqué votre père, que vous aimez tant, pour qui vous avez tant d'admiration Et Léon Daudet répondait, mais Alphonse Daudet serait encore vivant, il comprendrait très bien que tout cela est un malentendu. Et il admirait Léon Bloy, il a toujours dit grand bien de Léon Bloy. Et quand Léon Bloy est mort, il a aidé sa veuve. Et il a beaucoup soutenu toutes les parutions consacrées à Léon Bloy. Il écrit « Léon Bloy fut haï comme un souverain qu'il était en effet, comme exemple de noblesse et d'indignation parmi les soumis et les goujats. » Voilà. Et hop Et Barbey, voilà ce que dit Léon Daudet, Barbey fut violemment attaqué par les bigots, j'ouvre les guillemets, espèce assoupie dont les yeux sont fermés au miracle de l'extraordinaire. C'est fantastique, parce que les bigots devraient être ouverts au miracle de l'extraordinaire, mais non. Ce sont des... Alors, il faut que vous regardiez, chers amis de TV Liberté, je vais essayer de faire une émission. Il y a une nouvelle maison d'édition qui s'appelle La 11e heure et qui se charge de rééditer ces grands phares du 19e et, il faut bien dire, ces grands écrivains de la tradition, de la pensée traditionnelle. Et il y a un livre qui sort et qui s'appelle « Les prophètes du passé », avec des citations extraordinaires de Barbey d'Aurevilly, de Joseph de Maistre, de Louis de Bonald, de Chateaubriand, de Lamennais et de Blanc de Saint-Bonnet. Donc ce sont, dit-il, des hommes de tradition qui assoient leur philosophie
sur la base d'une révélation divine. Tous contre, ouvrons les guillemets, les fabuleuses promesses des fanfarons de la démocratie. Donc c'est assez valable pour notre 21e siècle. Croyez-vous. Qui n'a pas encore très bien compris que les fanfaronnades de la démocratie, on en avait un peu soupé. Surtout quand on voit les résultats de leur action. Donc je conseille ce bouquin, je rappelle, Les prophètes du passé, la 11e heure, et il est en souscription sur Internet. Et l'un des directeurs est Jacques de Guillebon, que j'ai bien connu dans son jeune temps quand il écrivait de jolis livres. Alors, revenons à notre Léon Daudet, très enthousiaste. Et ça, c'est inouï. Le travail ne saurait être qu'une dépendance de la joie. Oui. C'est quand même fabuleux. Fabuleux. Il disait, prose, c'est délivrance. Donc pour lui, écrire, de toute façon, on ne peut pas dire qu'il était un bourreau de travail, puisqu'il écrivait comme il respirait. Ouais. C'était un besoin chez lui. Ouais. Mais il lisait aussi énormément. Il disait, et c'est aussi une autre joie. Une autre joie. Il disait, pour écrire, pour lire bien, il faut lire trop. Et pour travailler bien, il faut travailler trop. Bien sûr. Donc, il a une culture extraordinaire, mais on se rend compte quand on lit Daudet, et quand on le connaît un petit peu, qu'il n'était pas du tout du genre à sortir très tard le soir, à faire la bamboche, etc. Il avait une vie, surtout à partir du moment où il a épousé sa cousine, Marthe, Allard, et vraiment, ils étaient très fusionnels. On les appelait Marthe et Léon, mais en un seul mot. Vous savez, Marthe avec l'accent, Marthe et Léon. Oui. Avez-vous des nouvelles de Marthe et Léon? Et il marchait aussi dans Paris 2 heures par jour. Donc, à chaque fois, il changeait de coin. Il connaissait parfaitement bien Paris. Et quand il a... Bon, vous savez qu'en 1923... son fils est mort. Bon, l'affaire Philippe Daudet a fait grand bruit. On ne saura jamais, mais il y a de fortes chances qu'il ait été assassiné. Voilà, on hésite entre suicide et assassinat. Il n'avait aucune raison de se suicider, c'était un jeune homme. Jeune homme qui avait fait des fugues, quand même. Ouais. Qui, au début, Léon Daudet a pensé, quand on a découvert donc, le corps de Philippe à la morgue, il a dit à sa femme... il nous aura tout fait. Donc, il avait fait déjà plusieurs fugues, mais effectivement, il y a des... C'est l'enfant de Marthe et Léon. Voilà, oui. L'aîné. Ils ont eu 3 enfants. Mais il y a des choses troublantes. Enfin bon, on n'a jamais su vraiment... Mais il y a eu une balle dans la tête, il y a eu quoi ? Il y a eu une balle dans la tête. Il y a une histoire de libraire, il y a une histoire de chauffeur de taxi, enfin bon... Et Léon Daudet, ensuite, en est arrivé à penser qu'on avait cherché à l'atteindre en atteignant son fils. Et effectivement, il avait un cuir dur, mais là, il a été vraiment profondément atteint. Bien sûr. Bon, n'oublions pas que Calmette a été assassiné comme ça par Madame Caillot, qu'il y a eu quand même plusieurs assassinats. À l'époque, c'était quand même... Enfin bon... Oui, puis la République a tout de même montré beaucoup d'exemples où elle éliminait ses ennemis. Voilà. Par la bande ou pas indirectement, mais là, c'était par la bande. Et donc, Daudet a fait toute une série de procès et il a fini par être condamné. Il a passé quelque temps à la santé. Il s'en est échappé. D'où on l'a fait évader d'une manière extraordinaire. Racontez-nous ça, parce que j'adore cette... Eh bien, les gens de l'Action française avaient réussi à se connecter, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais sur le... Non, parce qu'on ne se connectait pas à l'époque. Oui, mais sur le fil téléphonique qui arrivait au ministère de l'Intérieur. C'est ça. Et donc, ils ont appelé le directeur de la prison sans prévenir Léon Daudet, parce que Léon Daudet le trouvait sympathique. Donc, ils se sont dit, il ne marchera pas dans la combine, donc on ne lui dit rien. Ils ont appelé le directeur en lui disant, relâchez immédiatement Daudet,
un autre d'Action française qui était avec lui, et un chef communiste. Ah bon, vraiment, bon. Bon, alors le directeur repose le téléphone et rappelle, pour être sûr, et retombe évidemment sur la même personne. Comment ça n'est pas encore fait? Bon, alors, voilà, il va voir Daudet en lui disant qu'il est... Et Daudet n'était pas très content parce qu'il se faisait livrer de très bons plats et qu'il était au milieu de son dîner. Et donc, bon, pas très heureux qu'on l'empêche de terminer son chapon. Bref, il sort et il voit un taxi qui l'attend. Ah, il se trouve qu'il connaît le chauffeur de taxi, donc c'était un heureux hasard. Ouais. Et puis, de place en place, il voyait des gens, des camelots qui surveillaient Bon, enfin bref, il a compris. Il a compris. Ouais. On le recherchait, il était en France, caché, on le recherchait. Il envoyait tous les jours son article à l'Action française. Et puis il est parti en Belgique. Il est parti en Belgique pendant 29 mois. Et qu'est-ce qu'il est arrivé à ce directeur de... Ah, ça, je ne sais pas, l'histoire ne le dit pas. Ça serait amusant de savoir. Et donc, quand il était en Belgique, il a écrit... Alors là, aux téléspectateurs qui ne connaissent pas Daudet, je conseille de commencer par Paris vécu. En 2 tomes, la rive droite, la rive gauche. Et il a écrit ce Paris vécu alors qu'il était en Belgique. Ouais. Il se souvenait de tout, absolument. Il avait une mémoire extraordinaire. Oui, c'était une façon d'être toujours à Paris. C'était une façon d'être toujours à Paris. Oui, oui, oui. J'aimerais que vous nous parliez maintenant de ces deux livres étonnants, Le voyage de Shakespeare et Alphonse Daudet. Et Rabelais. Oui, c'est ça. Et Un amour de Rabelais. Voilà, Un amour de Rabelais, oui. J'aurais tendance, Anne, à vous parler plus du voyage de Shakespeare. Allez-y, allez-y. Parce que, alors pour moi, c'est extraordinaire. Il appelle ça roman, oui. Mais en fait, c'est de la critique littéraire. Oui. Et c'est un excellent exemple de sa façon d'agir quand il est critique littéraire. Oui. Il dit toujours qu'il faut se mettre au centre de l'œuvre. Et que quand on connaît l'œuvre, on connaît l'homme. Et donc c'est ce qu'il a fait pour Shakespeare. Et il imagine la vie de Shakespeare avant que Shakespeare ne commence à écrire. Et ce qui est d'ailleurs assez extraordinaire, c'est qu'il soutenait que Shakespeare s'était vraiment rendu au Danemark. Et à l'époque, il n'imagine pas du tout que Shakespeare n'ait pas existé ou que ce soit 5 ou 6. Ça, c'est fadaise. Fadaise. Donc... on sait depuis, on a découvert que sans doute, que certainement Shakespeare s'est réellement rendu au Danemark. Oui, j'ai lu ça, c'est inouï, oui. Et donc ce livre est très intéressant parce que on voit comment tout se rapporte à la connaissance de l'homme pour Shakespeare, pour Daudet aussi, et que ce qui intéresse Shakespeare, et Daudet surtout, c'est plus la source de l'œuvre que l'embouchure. Il aime bien vraiment imaginer, découvrir le cheminement qui a donné naissance à cette œuvre. Et donc il a écrit ce livre assez tôt, en 1896, si je me souviens bien. Et bien des années plus tard, il a fait la même chose pour Rabelais, qu'il aimait beaucoup. Il aimait beaucoup le XVIe. Mais j'avoue que j'ai moins d'enthousiasme à parler de Rabelais, car là, Léon Daudet ne m'a pas converti à Rabelais. Oui. Je trouve que Rabelais, peut-être est un auteur pour hommes. Peut-être. C'est mon explication. En tout cas, Daudet, qui aime beaucoup Rabelais, reconnaît quand même qu'il est grossier et qu'il a un grand mépris des femmes. Et il explique ça par son ivrognerie. Donc, vous voyez, à trop abuser du chinon, où on en arrive. C'est une intuition, à mon avis, qui est très bonne. Parce que le maître mot d'Audet, c'est en effet intuition. Oui. On ne peut être un bon critique que si on a de l'intuition. Et qu'on travaille. Ah, on travaille, bien évidemment. Mais moi, j'ai beaucoup aimé votre livre, parce que, bon, je fais de la critique littéraire depuis 40 ans. Donc vous vous êtes retrouvés. Et c'est inouï. Quand on a un livre entre les mains, c'est fou ce qu'on y lit, ce qu'on y voit, on ressent. À tel point que certains écrivains sont sidérés que vous sachiez des choses sur eux qu'ils n'ont jamais dites.
Un jour, j'ai dit à un écrivain voyageur que certains reconnaîtront sûrement, que j'ai interrogé dès ses 25 ans à Radio Courtoisie, et je lui ai dit: quand est-ce que vous achetez votre maison au bord du lac Baïkal? Et il me dit: comment le savez-vous? Et en fait, dès ses premiers livres, son amour pour cette région était déjà visible, et donc je le savais. Et les écrivains ne se rendent pas toujours compte de cette impudeur, en fait. Ils sont tout entiers dans chaque ligne, dans chaque mot. Et si j'étais écrivain, je ne pourrais jamais écrire une ligne, parce que je ne voudrais pas comme ça mettre mon âme à nu. C'est fou. Mais eux ne peuvent pas ne pas le faire. Et bien sûr, bien sûr. Alors, il y a une chose aussi extraordinaire, c'est ce premier livre qu'il a écrit et qui s'appelle Les Rideaux, qui est republié à la Nouvelle Librairie Nationale. Bon, il est le fils d'un médecin. Il est médecin lui-même, je veux dire. Médecin, voilà. Il ne va pas continuer. Alors, il a choisi la médecine pour soigner son père. Oui, c'est ça. Et très joli, déjà. Quand il a passé son internat, le fils du docteur Charcot venait d'échouer. Et donc, les gens qui devaient donner le poste ou pas, enfin le titre ou pas, on dit on ne peut pas donner au fils d'Odet ce qu'on n'a pas pu donner au fils Charcot. Ce qui est gonflé quand même. Donc, il a décidé de tout abandonner et de ne jamais exercer, mais effectivement, ça se ressent dans sa critique. Il a un œil de médecin aussi. Oui, absolument. Aussi. Et donc, il a cette théorie de l'Hérédo, donc il parle du moi et du soi. Il en parle très bien d'ailleurs à propos de Baudelaire, chez qui le combat est très fort. Le moi, c'est les instincts, c'est ce que l'on reçoit. Le soi, c'est ce qu'on arrive à construire soi-même. C'est le combat. C'est le combat, voilà. Et oui, je répète, sur Baudelaire, il a des pages magnifiques. Il a compris tout Baudelaire, et il dit qu'à un moment, le critique doit s'effacer devant le théologien, à propos de Baudelaire. Et ça me rappelle ce que disait Louis Veuillot, qui est un grand journaliste aussi dans ce genre. Fantastique. Il a toujours soutenu Baudelaire. Et il était un des rares à assister à l'enterrement de Baudelaire. Ah oui, c'est très, 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 très... Il y a une générosité dans Veuillot, une intuition extraordinaire, et lui aussi, une radicalité, il ne mâche pas ses mots. Voilà. Donc lire du Veuillot, c'est extrêmement agréable aussi. Mais il y a une série de critiques qu'il a réunies sous le titre, ça c'est très amusant, les titres qu'il donne à ses nombreux livres. À ses nombreux livres. Il a écrit des romans qui sont... bon, je préfère sa critique littéraire. Oui. Non, mais voilà, fantômes et vivants, et puis il y a aussi ceux qui allument le feu. Sauveteurs et incendiaires. Voilà, sauveteurs et incendiaires. C'était ce nom-là que je cherchais. Voilà. Car pour lui, il connaît la puissance des mots. Et il sait que les mots peuvent tuer ou les mots peuvent faire vivre. Et donc, il classe les gens en sauveteurs ou en incendiaires. Il y a des gens qui peuvent... Voilà, c'est pour ça. Les idées de Vallès, par exemple, étaient, à son avis, mauvaises. Donc, il le classe tout de même dans les incendiaires. Mais il dit qu'il faut le lire parce qu'il a une langue extraordinaire. Il écrit très, très bien. C'est très... Il défend Gide aussi. Oui, mais Gide, pour la beauté de sa langue. Pour la beauté de sa langue. Mais il dit que, bien entendu, Gide défend des idées qui ne sont pas du tout les siennes. Et qu'il égratigne tout ce qu'il aime. Mais il dit se précipiter sur les bouquins de Gide quand ils paraissent. Et puis, il y a un certain président qui a instrumentalisé Gide et qui a mis les nourritures terrestres sur la table quand il est interviewé.
Mais ce livre se termine par Nathanaël jette mon livre. Et ça m'est précieux, ce souvenir, parce que c'était un livre que mon père aimait, et il n'arrêtait pas de me répéter Nathanaël jette mon livre. Et c'est vrai que les nourritures terrestres ont un charme d'écriture extraordinaire. J'avoue que je ne l'ai pas lu. J'ai J'ai lu certains Gide qui ne m'ont pas laissé... Oui, non, mais c'est l'un des seuls livres à lire de Gide, c'est les nourritures terrestres. Vraiment pas partie de mes c'est les nourritures terrestres. Préférés. Mais c'est pour montrer que cet homme était quand même d'une extraordinaire ouverture et Bien sûr. Sans aucune... Bon, j'ai envie de dire, comme un certain nombre de gens de droite et d'extrême droite, parce que sinon on s'ennuie. Quand on ne fréquente qu'une chapelle et quand on ne lit qu'un type de lecture, il arrive très vite une sensation d'ennui Bien sûr. et de morosité. On a besoin de... Mais ce que j'aime beaucoup chez Léon Daudet, et ce qui à mon avis est très original chez lui, c'est que Daudet a une critique sensuelle en fait. Vous avez parlé tout à l'heure de son tour de taille qui était assez remarquable. D'ailleurs, il y a une petite remarque malicieuse d'Henri Béraud dans Le martyr de l'obèse, où il suppose que si Léon Daudet est attiré par les idées monarchistes, c'est parce qu'il aime les ventres bourboniens. Béraud qui était aussi assez rond. Oui, qui était assez rond. Mais ce que j'aime chez Daudet, c'est qu'il lit avec ses yeux, bien sûr, mais qui lui permettent de voir les couleurs d'une œuvre. La Nuit des rois est une équipée en bleu et or. Rabelais relève sa langue par des termes d'oc, ajoutant ainsi à sa gamme de belles pâtes d'or et de pourpre. Baudelaire présente un beau extrait sublimé du réel, une liqueur d'or, un esprit grisant. Donc des couleurs. Il y a une importance aussi, il dit qu'on peut lire des œuvres à certaines heures de la journée. Virgile reste le poète du crépuscule, alors que s'apaisent dans une dorure frisante les ardeurs laborieuses de la journée. Les odeurs. L'odeur de la mer se trouve au temps contemporain dans les vers déchirés, haillonneux de Tristan Corbière. Il lit également donc avec son palais. Le talent de Claudel est comparable à un vin violent d'un goût de terroir unique qui n'est pas encore décanté. Et là, c'est ma préférée. Il parle de la substance immortelle qu'il y a dans un seul petit verre de Villon, à goût de pain et odeur de fumée. Et il entend les voix. Pour lui, les écrivains, mais il les entend, il regrette de ne pas avoir pu partager un repas avec eux, savoir de quoi ils parlaient. Est-ce qu'ils parlaient de leurs œuvres ou est-ce qu'au contraire, ils n'en parlaient pas pour pouvoir mieux écrire, etc. Il entend la voix de Virgile plus distinctement que celle du cantonnier sur la route. Voilà, celle de Chateaubriand, ample, faite pour être entendue de loin, etc. Toujours Baudelaire, le tutoiement de chat ou de tigre se mélange de miaulement et de râle. Et ça, je trouve que c'est très original. Mais cette façon de lire avec son œil, avec son nez, avec son oreille. Il parle de la nécessité de l'incarnation. Voilà. Il dit que l'incarnation est un dogme, et non seulement un dogme, mais un phénomène constant. Et c'est très intéressant, ça. J'avais relevé alors, il parle de Brunetière en des termes... J'ai jamais pu lire Brunetière, moi, je m'ennuyais très vite, mais... Vous lisiez des extraits dans les appendices des petits Larousse. Oui, c'est ça. Qui se rapportaient à l'œuvre en question. Mais on m'avait appris à ne jamais lire la littérature tertiaire ou secondaire. En fait, j'ai eu des maîtres et l'un d'eux me disait ne jamais lire que le texte de l'écrivain. Mais quand on tombe sur Daudet, évidemment, c'est une autre littérature.
La littérature, c'est la recherche et le culte du concret, du particulier. Certes, par ailleurs, cela comporte une vue de l'universel qui reste présent et engagé dans toutes ses parties, mais d'un universel. Et ça, c'est notre Drieux La Rochelle qui le dit, mais c'est vraiment les écrivains se distinguent, et ça c'est vous qui l'écrivez, par une faculté sensible maîtresse. Certains sont des écrivains de l'ouïe, d'autres de l'olfactif, d'autres comme Montaigne de l'ambiance, d'autres encore comme Baudelaire du malaise et de l'aura. Le bon critique sait discerner ses facultés grâce à une sensibilité des plus délicates. Et le jugement de Daudet est sans appel sur Brunetière, comme lorsqu'il peint cet extravagant Brunetière qui n'avait ni goût, ni œil, ni palais, ni oreille, ni sens tactile, marchait la tête en bas, jugeait avec ses pieds et passait 20 ans pour un critique. Et passa 20 ans pour un critique. Bon, il y a une certaine critique universitaire qui est un peu comme ça. Croyez-vous? Il y a des gens qui parlent d'écrivains très très amoureux qui ne sont jamais sortis de leur bureau et qui n'ont vu que des femmes de très très loin. Enfin, on a l'impression qu'il y a une absence de vie dans leur texte, alors que c'est vrai que la critique de Daudet, c'est une explosion de vie. Voilà, chers amis de TV Liberté, nous avons bien invité à lire ce livre. Je lis Léon Daudet, critique littéraire, d'Anne Le Pape, préface de Stéphane Giocanti, édition de Flore. Et nous avons évoqué aussi Le Petit Monde de Léon Daudet, Philippe Champion, édition d'Action Française, et qui est un florilège de souvenirs pour le 80e anniversaire de sa mort. Et Anne Le Pape, un autre livre que vous publiez en ce moment, La tradition liturgique, les rites catholiques, latins et orientaux reçus des apôtres. Édition de L'Homme Nouveau. Merci beaucoup pour ce beau travail de critique, chère Anne Le Pape. On peut vous lire sur Internet, dans les articles du Nouveau Présent. Oui, et puis à l'Homme Nouveau. À l'Homme Nouveau et dans Monde et Vie aussi. Et dans Monde et Vie, absolument. La belle revue de Guillaume Dupère de Tanoirne, de l'abbé de Tanoirne. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup, Anne. Vous avez un autre manuscrit en cours? Pas pour l'instant. Bon. Merci en tout cas d'avoir ressuscité ce monde. Et j'ai oublié, n'oubliez pas aussi les prophètes du passé à la 11e heure, en souscription sur Internet. Merci beaucoup, Anne. À bientôt. Amis de TV Liberté, à très vite.